Bienvenue dans l'émission Think Type. Dans ce second numéro consacré à la direction technique nationale, cette fois-ci dans le foot, nous avons 3 invités. D'abord, Togbe Camelio Akoussa, ancien sélectionneur national, ancien directeur technique national. Togbe, bonjour. Bonjour. Nous avons également M. Espoir Assogbavi, ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football. M. Assogbavi, bonjour. Bonjour. Puis enfin, nous avons notre consultant maison, Magloire Adokou. Magloire, bonjour. Bonjour. Nous allons commencer avec Togbe Akoussa. Togbe Akoussa, comment définissez-vous une direction technique nationale? Disons que un directeur technique national est un cadre supérieur ayant des connaissances approfondies dans le domaine du football. Parce que c'est lui qui est chargé de la conception, du suivi et de l'évaluation de la politique nationale sur le plan de football. Cher Sobabi, est-ce que vous... Oui, mais je partage tout à fait le point de vue de M. Akoussa, qui est l'une des mémoires du football togolais. Je voulais certainement ajouter, comme il a si bien dit, que c'est un technicien de très haut niveau, qui a une connaissance élargie et parfaite du football et qui le met en musique et anime par le biais de la formation des formations d'élite, formation des jeunes et formation des formateurs. Donc je crois que c'est pour compléter ce que M. Akoussa a dit. Magloire, je suis sûr que vous alignez sur cette définition, mais historiquement, la notion de direction technique nationale n'est apparue que dans les années 60, avec la nomination en France de directeur technique national. Comment vous appréhendez une direction technique nationale? Il faut dire que ce personnage a à la fois le côté managérial, le côté administratif et le côté technique, parce qu'il est à la fois le pont entre le ministère des Sports et les fédérations. Donc en réalité, le directeur technique est, on va dire, un employé de l'État. D'une certaine manière, c'est lui qui est chargé soit de cette conception, comme ça a été dit, et de la mise en œuvre et surtout le suivi. Et la question qui se pose des fois, est-ce qu'il y a vraiment déjà cette politique pour que le directeur technique qu'on choisit puisse dérouler cette politique? Est-ce que ce suivi est également fait? La question reste à ce niveau-là. On reviendra là-dessus, certainement avec le juge Assogbavi aussi, parce que la spécificité du directeur technique dans le foot, c'est que c'est un agent public, mais en même temps, il y a les recommandations de la FIFA et de la CAF par rapport au recrutement, au profil du directeur technique national. Mais Togbe Akoussa, quand nous parlons de direction technique nationale, comme il a dit, c'est une synthèse de tous les départements qui interviennent dans le football, mais quel est, disons, l'organigramme, disons, modèle d'une direction technique nationale? Comment une direction technique nationale doit être organisée? Mais le directeur technique a ses collaborateurs directs, qui sont les directeurs techniques préfectoraux, régionaux, peut-être dans les autres subdivisions de la fédération. Disons, si nous prenons le cas de l'organigramme de la fédération qui part de la base des districts aux ligues jusqu'à l'exécutif, est-ce que l'organigramme de la direction technique nationale est aussi structuré sur ce plan-là? À ma connaissance, pas encore. Parce que jusqu'à présent, nous avons une direction technique nationale qui est basée à Lomé, mais à l'intérieur, il n'y a pas encore, à ma connaissance, la nomination des directeurs techniques régionaux et préfectoraux. Et ensuite, il y a certaines ligues où certains districts ont leur directeur technique. Mais ce n'est pas tout, Mais normalement, il faut que toutes ces structures-là aient leur directeur technique pour pouvoir asseoir une politique qui doit être la continuité de la politique nationale de la fédération. Bon, moi, je voulais ajouter que je crois qu'il faut faire un distinguo. La direction technique nationale est conçue dans tous les pays à partir de la politique de décentralisation du pays. Bon, en France, je crois que le directeur technique national, comme il a dit, c'est un agent de l'État
qui est rémunéré par l'État et qui est sous la double casquette du ministère des Sports en tant que ministre de tutelle et ministre hiérarchique, et sous l'autorité de la fédération en tant qu'organe fonctionnel. Et en France, bon, comme il est, M. Akoussa l'a dit, je crois qu'il faut partir des cas spécifiques de chaque pays à partir de la politique de décentralisation. Oui, mais au Togo aussi, aujourd'hui, l'organisation de la fédération est arrimée sur le découpage de la décentralisation. Donc, en principe, à partir du moment où il y a un directeur technique national, il devrait y avoir des directeurs techniques régionaux oui. Et des directeurs techniques par district jusqu'à la base. Régionaux, préfectoraux, et puis ensuite... Bon. Maintenant, est-ce que sur le papier, cela existe, mais est-ce que dans la fonctionnalité, je crois que pour le moment, on n'en est pas encore là. Oui, le cas du Togo et peut-être le cas de d'autres pays africains également. Oui, il faut dire que le modèle qu'on copie souvent pour les pays francophones, c'est souvent la France. Donc chez eux, tout est compartimenté, tout est bien établi. Maintenant, le cas du Togo, on va dire, c'est pas forcément l'exemple. Il faut dire parce qu'il y a d'autres qui sont un peu plus structurés. Au Togo, ça vient. On sait que si on doit s'arrimer à la décentralisation vient de reprendre véritablement au Togo. Et je crois que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Mais il va falloir aussi faire cette doléance-là au niveau de la fédération de foot des pays, au niveau des fédérations, au niveau des ministères des sports également, pour que cela puisse se mettre en place. Parce que, quoi qu'on dise, en Afrique, la priorité des priorités, ce n'est pas vraiment le sport. Donc, on peut toutefois oublier certaines choses. Donc, c'est aux fédérations et à la direction technique de faire ce plaidoyer-là pour que cela soit pris en compte, pour qu'au niveau de chaque subdivision, on ait des points focaux de cette direction technique pour que le travail soit fait depuis la base jusqu'à l'élite qui est l'équipe nationale. Absolument, parce que le travail du directeur technique national, c'est très indispensable pour le développement du foot. Mais la notion de direction technique nationale elle-même, elle me semble être une notion très francophone, puisque c'est en France qu'on a vu apparaître dans les années 63 la nomination de directeur. Est-ce que dans les pays anglophones également, on a un directeur technique national? Enfin, à ma connaissance, dans les pays anglophones, il y a des managers, mais c'est en France qu'il y a le directeur technique qui est différent du directeur sportif. Tout à fait. Le directeur technique s'occupe de, comment appelle-t-on, du côté technique de la politique nationale, sur le plan technique ou sur le plan de développement de la discipline du football, alors que le directeur sportif s'occupe du côté business, de sponsoring, de l'image de marque du pays. Mais c'est un terme francophone. Disons que nous aussi, actuellement, le Togo aussi a progressé, parce que l'actuel directeur technique a été proposé par la fédération et nommé par le ministère. On reviendra d'ailleurs sur la procédure, parce que je pense que ça fait aussi partie des recommandations de la FIFA, la procédure de recrutement du DTN. Quand vous prenez le cas du Sénégal, par exemple, un cas que je connais très bien, je crois qu'il y a un directeur technique national, que vous connaissez d'ailleurs très bien, M. Mayassine. Mayassine, oui, il était venu avec l'équipe ici. L'équipe nationale ici. Oui. Et puis il y a les directions techniques régionales, et puis les directions techniques départementales. Bon, donc je pense que sur le plan organisationnel et organigramme, c'est ce qui se fait. Bon, maintenant, est-ce que dans la vécu quotidien, parce que ça demande d'abord des ressources financières, également ça demande des ressources humaines, et également de la logistique et des infrastructures. Est-ce que dans les faits, on arrive réellement à mettre en place tout ça? En réalité, cela devrait aller de soi, puisque dans l'organigramme même de la fédération, il y a les ligues, il y a les districts, et donc il devrait avoir du personnel à ce niveau-là, aussi bien administratif que technique, pour animer ces démembrements. Oui, mais pour prendre le cas de notre pays, je crois que sur le papier, on a aujourd'hui plusieurs ligues et plusieurs districts, mais il y a très peu de ligues et de districts qui fonctionnent. Bon, parce que il y a un problème de moyens financiers
et puis un problème de logistique et un problème de formation. Parce que vous ne venez pas à la direction, à la ligue ou bien dans un district, ou bien sans avoir les moyens financiers, sans avoir un cadre juridique, sans avoir de la logistique et des infrastructures pour travailler. Et tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Parce que les moyens qui sont mis à la disposition des ligues aujourd'hui sont des moyens très minimalistes qui font qu'il est pratiquement impossible que cette district et ces ligues travaillent sérieusement. Oui. Mais sur le plan structurel, nous avons les mêmes structures comme le Sénégal. Oh ouais. Mais seulement sur le plan fonctionnel, on n'arrive pas encore à nommer les directeurs techniques régionaux et départementaux. Mais c'est la même structure que le Sénégal, comme la France. Alors revenons maintenant au directeur technique national. Est-ce que, comme on le dit souvent, est-ce qu'il y a un profil exigé par la CAF ou la FIFA pour la nomination du directeur technique national? Oui, mais tout d'abord, comme je l'avais dit, c'est un cadre supérieur. Un directeur technique, c'est le patron des entraîneurs. Et si le directeur technique n'a pas un niveau requis, il ne peut pas être le patron des entraîneurs. C'est pourquoi le directeur technique doit avoir un niveau supérieur. Par exemple, on va prendre un directeur technique qui a la licence B, alors que les entraîneurs ont la licence A. Le nouveau directeur technique a été choisi selon certains critères. Il doit posséder certaines choses, plus que les autres entraîneurs. C'est pourquoi il a été nommé. Oui, mais je crois que le directeur technique, c'est souvent, par exemple, M. Mayarsine est un professeur d'éducation de niveau supérieur. Oui. Et que souvent on rencontre dans les pays européens, par exemple en France, ce sont souvent des anciens sélectionneurs. C'est Gérard Houllier, Henri Michel, ceux qui ont déjà une expérience Jacquet, ouais. en tant qu'entraîneur de très haut niveau et qui ont un background, un pedigree, qui sont souvent à fin de carrière nommés directeurs techniques nationaux parce qu'ils ont acquis de l'expérience et parce qu'ils ont également quelque chose à donner sur le plan de la connaissance. Donc, en principe, c'est le profil. Mais dans les recommandations de la CAF et de la FIFA, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui qu'un expatrié soit directeur technique national? Non. Non, maintenant c'est interdit par la FIFA. Formellement interdit. Oui, il doit être un national. Mais par exemple, dans les pays maghrébins, le directeur technique doit avoir le doctorat. Ça, c'est exigé. C'est exigé dans les pays maghrébins. Et pour ajouter, c'est la connaissance technique, ça, on n'en doute pas. Mais aujourd'hui, il faut forcément avoir d'autres compétences. Au-delà de ce côté sur le terrain, il faut avoir cette compétence managériale, cette compétence sur le plan logistique. Même si vous avez une équipe d'experts autour de vous, c'est vous qui pilotez et avoir les outils pour faire aussi le suivi, évaluation, pour savoir que ce qui a été prévu, est-ce qu'on l'a et si possible, si cette personne a même des compétences pour permettre à la Fédération et au ministère des Sports aussi d'avoir des moyens financiers, pourquoi pas, cela ne sera pas exclu. Mais il est cantonné quand même à cet aspect technique au niveau des entraîneurs, puisqu'il peut également faire, s'il a les compétences, faire la formation continue des entraîneurs, pourquoi pas, ou faire appel à des consultants, mais avoir des compétences avérées. On ne peut pas choisir n'importe qui pour ce poste. Oui, mais je crois que dans cet ordre d'idée, en principe, un directeur technique national doit être choisi suivant un appel d'offres. Appel d'offres à candidature, et après, je crois qu'il y a une commission qui s'est réunie et qui fait comment dirais-je, le tri. Et donc, comme vous le dites, je crois que c'est à partir de ce moment-là que le directeur technique, à partir du tri qui a été fait, qu'on verra celui qui a plus de bagages, aussi bien intellectuel que sur le plan de la technique managériale et sur le plan de la direction des hommes. Parce qu'il n'y a pas que la technique managériale ni le côté technique de très haut niveau, mais également ce sera quelqu'un qui pourra également conduire les hommes. Et je crois que également vous devez présenter un projet. Absolument. Un projet qui fait un projet vendable, viable, qui peut avoir l'assentiment des autorités seulement politiques
et également de la fédération. C'est pour ça que dans la procédure, il y a d'abord l'étude des dossiers, ensuite il y a l'interview. Absolument. Vous défendez votre projet. Oui, c'est ça. Et en quoi résumerez-vous, en 2-3 mots, la mission essentielle d'un directeur technique national? Mais comme je l'avais dit auparavant, c'est lui qui est chargé d'élaborer la politique sportive de la fédération. Qu'est-ce qu'on veut? La fédération ou ça va jusqu'au... Non, en fait, quand je dis la fédération, quand on parle de directeur technique de football, c'est la fédération togolaise de football. Je veux dire, les compétitions scolaires, par exemple, est-ce que il doit être en collaboration avec le sport scolaire, le sport universitaire, le sport militaire. Parce que quand on parle de football, c'est tout un ensemble de choses. Donc il doit être capable de planifier, d'intervenir dans toutes ces choses-là. Même d'intervenir avec comment on appelle les fédérations affinitaires, ceux qui se rapprochent du football. Et même à l'extérieur, il doit être en contact avec l'extérieur pour pouvoir jauger le niveau de notre football par rapport comment l'appelle-t-on, par rapport à la région, au niveau régional, au niveau continental et au niveau mondial. Puisqu'il a... Oui, mais c'est pour cette raison que maintenant la FIFA a son mot à dire, puisque le canevas qui a été mis en place par la FIFA et qui a été en quelque sorte imposé à toutes les associations nationales, dans ce canevas-là, il y a des critères bien énumérés, arrêtés par la FIFA. Et donc, comme M. Akoussa le dit, lorsque pour d'abord recruter, vous devez être dans ce canevas-là, et après le recrutement, la FIFA doit donner son onction à ce que le travail du directeur technique puisse commencer. Est-ce que c'est la FIFA qui prend en charge la rémunération du directeur technique? Oui, je crois que... maintenant c'est ça, la FIFA paie le directeur technique. Ou bien il intervient... Il est nommé par le ministre, mais c'est quand même la FIFA... Proposé par la fédération et nommé par le... Mais c'est des critères définis et dans lesquels la FIFA a son mot à dire. Parce qu'actuellement la FIFA dit que le directeur technique ne doit pas intervenir dans le programme de l'équipe A, l'équipe A senior, parce qu'il y a toujours des conflits de compétences entre le directeur technique et le senior A. Mais A prime et autre, là, c'est le directeur technique qui se charge de cela. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que suite au bisbille entre les directeurs techniques nationaux et les sélectionneurs, la FIFA a décidé que les directeurs techniques nationaux n'ont plus rien à voir avec les sélections A. Mais ils ont un regard sur les sélections de catégorie des jeunes, A prime et autres. On a vu le Sénégal est venu à Lomé, par exemple, il y avait le directeur technique national avec l'équipe. L'équipe nationale du Sénégal voyage souvent avec le directeur technique national du Sénégal. Oui, mais Mayassine, il est de tout, puisqu'il a été nommé, il est là depuis 2012, qu'il est là depuis 2012. Il avait, dans le temps, coaché des équipes nationales, des sélections nationales de jeunes, tout ça. Donc, il est resté, je crois que c'est une anomalie. Est-ce que cette mesure-là ne valait pas pour à l'époque où les directeurs techniques nationaux pouvaient être des expatriés, des étrangers? Oui, mais je crois qu'à l'époque, les directeurs techniques nationaux étaient au-dessus des sélectionneurs, étaient partie intégrante de la sélection du pays, étaient au-dessus de ce qui fait que le cas du Sénégal est resté. Mais je crois qu'en principe, c'est aujourd'hui, compte tenu des nouvelles directives de la FIFA, c'est une anomalie. Mais, il faut faire aussi la différence entre suivre et intervenir. Mais si on suit l'équipe nationale, parce que à la fin de l'année, le directeur technique doit faire un rapport sur le football en général et proposer des solutions. Donc s'il ne suit pas l'équipe première, comment est-ce qu'il va faire son rapport? Il peut suivre, mais pas intervenir, dire au sélectionneur national, fais ceci, fais cela. Non, il suit. Ça, c'est normal. Moi, je crois que dans le cas du Sénégal, Mayar Sine, il est complètement intégré à cette équipe. Ça, je ne sais pas. Je l'ai vu. Il est tout le temps. C'est un collègue. Il a demandé même à vous rencontrer. Je me rappelle, mais je crois que lui,
principalement, il est tout le temps avec l'équipe. Et même il intervient à la télévision, il parle du programme. Moi, j'ai suivi plusieurs fois. Chaque fois que l'équipe du Sénégal se déplace dans un autre pays, il est au courant du timing, de la préparation, de tout le déroulement de l'agenda, tout ça. Donc, est-ce que c'est pareil pour l'équipe de France, par exemple? Est-ce que le directeur technique national de l'équipe de France aussi? Non, il faut dire que c'est souvent les problèmes de personnes qui font qu'on en arrive là. Si chacun a son cahier de charge, je crois qu'en principe, il ne devrait pas avoir ce problème. Si le directeur technique sait là où se trouve sa limite, il ne va pas s'ingérer parce que ce n'est pas le sélectionneur. Peut-être lui, si le travail est bien fait depuis la base, peut-être les joueurs qui se retrouvent même en sélection sont des joueurs qu'il a eu à former depuis le bas âge. Donc lui, c'est comme si il apprête au fait tout le condiment et puis le sélectionneur, lui, il vient faire la sauce pour paraphraser ainsi. Le cas du Sénégal, ça veut dire qu'il y a une très bonne ambiance. En plus, le sélectionneur actuel est un Sénégalais. Je crois que cela aussi, c'est ce qui fait aussi l'exception. Parfois, ça ne se passe pas souvent très bien parce qu'il y a des sélectionneurs qui arrivent et qui trouvent que le directeur technique qu'on a choisi n'a pas les compétences requises et que même si le directeur technique veut lui faire certaines propositions, il ne le considère pas véritablement. Je crois que c'est pour éviter tous ces problèmes-là que cela a été fait ainsi. Mais si celui qui est directeur technique a les compétences avérées, je crois que n'importe quel sélectionneur qui arriverait dans le pays, lui, va le consulter sur certains points. Mais le directeur technique a son rôle, a sa place, et le sélectionneur aussi a sa carte à jouer. Oui, mais moi je voulais ajouter que même en France, je crois qu'actuellement, je ne sais pas si dans la réalité, il y a plus de chevauchement. Parce que si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il fut un temps où tous ceux qui finissent leur mandat d'entraîneur deviennent le directeur technique. C'est le cas de Gérard Houllier, c'est le cas de Henri Michel, et c'est le cas de Aimé Jacquet. Donc, c'est des gens... Michel Hidalgo. Donc, est-ce que réellement... Dans le fait, est-ce qu'il n'y a pas de relation entre ceux qui quittent le mandat d'entraîneur, qui deviennent par la suite directeur technique national? Est-ce que ce point est coupé? Bon, aujourd'hui, je ne sais pas, mais je crois que dans le temps, je suis quand même dubitatif si réellement il n'y a pas de relation entre le directeur technique national et l'entraîneur. Parce que, pourquoi je dis cela? Parce que, comme souvent, ce directeur technique national travaille avec la fédération, si vous remarquez d'une sélection ou bien d'un mandat d'un entraîneur à un autre, souvent c'est pratiquement, la plupart des joueurs sont pratiquement les mêmes. Ouais. Et souvent, je crois que pour cet aspect-là, le directeur technique national, bon d'ailleurs en France, très souvent, les joueurs qui sont recrutés, il n'y a pas souvent des problèmes de personnes entre les entraîneurs, des équipes, les entraîneurs. Donc souvent, il y a des relations entre eux pour qu'ils parlent des joueurs, de leur performance, communiquent. Ouais. Donc avant, dans le temps, je crois que le pont là n'était pas coupé, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Et pour ajouter, la France a aussi cette chance d'avoir que des sélectionneurs français. Donc, en principe, et en plus, un Aimé Jacquet qui est DTN et Didier Deschamps qui serait sélectionneur, je crois qu'en principe, Didier Deschamps ne va pas se permettre d'avoir certains égards envers Aimé Jacquet. Mais il faut dire que le directeur technique, ce n'est pas lui qui fera la sélection, qui remettra le papier au sélectionneur. Mais forcément, il y aura des conseils, il y aura forcément des choses qu'il va soumettre au sélectionneur en fonction de ce qu'il pense et de la vision aussi du football, de la politique du football. Alors, Togbo, on va s'attaquer un peu au terrain, mais avant, on va parler quand même un peu de votre expérience en tant que directeur technique national. Vous avez été directeur technique national au Togo. Quels sont les projets que vous avez mis en place quand vous étiez directeur technique national? Bon, on avait le projet de formation des équipes jeunes. On a fait un planning de formation de sélection au niveau des districts, sélection au niveau des ligues et sélection au niveau national dans toutes les catégories. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas marché à faute de moyens. On avait proposé la formation des cadres techniques. Bon, ça, au début, ça a été difficile, mais finalement, ça a pris feu et
On a, je crois, la formation des... Je crois sixième promotion, licence C, licence B. On n'est pas encore arrivé à la formation de licence A au Togo. Donc il y a eu des projets, mais seulement il y a toujours des réticences au niveau de la fédération, par exemple, faute de moyens. Comme j'ai dit, jusqu'à présent, on n'a pas encore nommé les directeurs techniques régionaux et départementaux. Alors qu'on avait fait cette proposition-là depuis longtemps. Et même la direction technique aussi a fait la proposition. Ce qu'ils sont arrivés à avoir, ils ont maintenant un centre technique. Ils ont une direction technique construite. Alors que moi, c'était un bureau qu'on m'a donné, un seul bureau, et il y a même, avec une table, c'est tout. À l'époque. Maintenant, bon, je crois qu'il y a... ça se met en place. Il y a vraiment un net progrès au niveau de la direction technique. Monsieur Sopabi, quand nous parlons terrain, parlons formation des cadres, Togbe a parlé tantôt de la formation de licence C, licence B. En fait, ça, c'est des programmes mis en place par la CAF. Oui. Et certains disent d'ailleurs que c'est une formation rabais parce que c'est les formations qu'on fait en Europe en 1 à 2 ans. En 2 semaines, on les fait. Ça pose un problème. Oui, je crois même que la CAF a arrêté le problème, la formation, non? Ils ont arrêté? Non, ils n'ont pas arrêté, mais ils ont fait un autre programme. Mais quand on dit la formation au rabais, même en France, on ne fait pas de formation d'une année. On fait la formation par séquence. Mais sur une période bien déterminée. Mais pour un diplôme, par exemple, la licence A en France, on ne le ferait pas en 2 semaines. Non. En licence A, on a fait peut-être en 2 mois, on fait 2 semaines théorie, 2 semaines pratique, et on revient, et ainsi de suite. On va en club, et on fait parfois des rapports, et voilà. Continue, ce qui n'est pas le cas chez nous. Non, de chez nous, initié par la CAF, c'est un programme unifié. Ce n'est pas uniquement pour le Togo, c'est pour l'Afrique, c'est pour l'Asie, c'est pour l'Amérique du Sud. Donc c'est un programme unifié de formation de 120 heures pour la licence C, licence B, et 240 pour la licence A. Maintenant, ils ont trouvé qu'il faut améliorer et ils ont changé un peu. Mais moi, je crois que, j'ai discuté avec un cadre de la CAF qui m'a dit qu'ils se sont rendus compte que dans la conception, c'est bien, mais que dans la réalisation, ils se sont rendus compte que les fédérations n'arrivent pas à faire ce qu'ils voulaient. Oui. Donc ils sont obligés comme vous le dites, d'arrêter le processus et de recommencer par un nouveau projet. Oui. Parce qu'ils se sont rendus compte que le projet, la licence C et B, était donné comme des petits pains à tout le monde. Et ils ont arrêté. Absolument. Parce que la question de la formation qui est du ressort du directeur technique national est une question essentielle. Je discutais avec un ami dernièrement qui a eu sa licence UFAA. Il m'a dit, après 2 ans ou 3 ans, la licence elle n'est plus valable si vous ne faites pas un recyclage. Alors que chez nous, la licence CAF A ou B, vous l'avez et puis vous pouvez travailler éternellement avec. Non, normalement, la licence, quand vous avez une licence, 2 ans après, vous devez passer. Non, pas supérieur. Vous devez faire un stage de recyclage. Et c'est ce que nous, on ne fait pas. Même en Europe, quand vous avez votre licence, chaque 2 ans, vous devez faire un stage de recyclage pour revalider votre licence. Vous pouvez jouer. Mais ici, c'est pas la faute. Vous avez votre licence, il n'y a plus de programmation de formation, de recyclage, ce qui fait qu'il y a certains qui ont leur licence, ils n'exercent même pas et ils gardent toujours la possession de la licence, et ce qui n'est pas normal. Moi, c'est quand même un gros problème pour le développement du football, parce qu'on veut bien avoir des sélectionneurs nationaux, mais il faut bien qu'ils soient bien formés et il faut des programmes de formation
disponibles sur place. Ah oui, on se plaint de ne pas avoir de sélectionneurs locaux ayant les diplômes requis et on n'arrive pas à les former. Donc la plupart de ceux qui ont les licences UEFA, c'est des anciens joueurs qui ont fait l'Europe. C'est pas forcément ceux qui ont quitté le Togo ou les pays africains pour aller passer cette licence-là. La question, je crois qu'on va revenir à la même question, c'est la question des moyens. Est-ce qu'il y a les moyens sont mis à la disposition de la direction technique? C'est comme avoir un ministère, ne pas mettre les moyens à disposition de ce ministère. Dans cette politique-là, il y a le côté formation. Quel est le budget qui est alloué à cette formation? Quelle est la programmation qui est faite au niveau de la direction technique? Est-ce que les moyens sont mis à la disposition de cette fédération? La question est là. On fera 3 heures, 4 heures, mais tant qu'on ne trouvera pas la solution pour avoir les moyens, on peut beau avoir tout écrit sur papier, on peut même transporter les documents de la France pour amener dans les pays africains. Tant qu'on ne va pas mettre les moyens qu'il faut, on tournera toujours au même niveau. Et c'est grave parce que ces entraîneurs seront formés à minima, ils vont former les jeunes aussi à minima et on est surpris chaque fois de voir que nos sélections, il y a très peu de locaux. La question est aussi à ce niveau-là. Non, mais est-ce que moi je ne pense pas que le problème est à ce niveau? Je crois que d'abord, excusez-moi du peu, je crois qu'il y a d'abord un problème de complaisance dans notre façon de concevoir, de faire les choses en Afrique. En plus, il y a le niveau des gens, parce que ceux qui passent souvent ces diplômes, moi je connais certains qui ont le niveau licence C, qui intellectuellement n'ont rien, enfin excusez-moi du peu, qui intellectuellement n'ont pas le niveau pour passer ces diplômes-là. Bon, mais même ceux qui ont le niveau B, il y a beaucoup de... Tout le problème est là. Ce qui fait que nos entraîneurs aujourd'hui, ils se posent un problème au niveau... Pourquoi des gens comme M. Akoussa, qui ont fait ce diplôme depuis très longtemps, sont toujours au top? Il faut se poser la question de savoir. Oui, cela s'ajoute aussi. Ben, qui accepte ces candidatures? Voilà la question aussi là. Qui accepte les candidatures de ceux-là? On parle de moyens, vous avez été formé. Est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer également sur l'INGS pour former les... Moi, il y a une école en place sur laquelle on peut s'appuyer. Bon, le problème aussi est ailleurs. Disons que nous avons formé presque 240-250 entraîneurs. Mais est-ce qu'il y a des structures qui utilisent ces entraîneurs? Un club, par exemple, nous avons 12 clubs de première division, non? Oui, actuellement, 16. Donc 16, on va utiliser 16 entraîneurs. Plus les adjoints, ça fait combien? 32. Les D2. Maintenant, les D3, bon, les clubs n'ont pas assez de structure pour utiliser ces entraîneurs. On les forme, ils sont là. Oui, mais moi je dis que est-ce que vraiment ces gens qui ont été formés, ils ont vraiment le niveau? Est-ce que vraiment ces gens, ils ont le niveau? Moi, je crois que peut-être que M. Amega l'a dit tout à l'heure, le nombre de temps que vous mettez pour former ces gens-là, je ne suis pas sûr que le temps est suffisant. D'abord, il y a un problème de temps, il y a un problème de niveau intellectuel de ces gens que vous formez, et puis un problème de travail sur le terrain. Mais tout ça mis en place, ensemble, je ne crois pas que ces gens-là, parce que honnêtement aujourd'hui, quand on voit nos clubs de première, de deuxième division, je n'ai rien contre les entraîneurs, mais il y a un problème au niveau du coaching. Ça, c'est vrai que ça ne vaut pas que pour le Togo. Non, pas pour le Togo. Oui, mais je crois que M. Akoussa conviendra avec moi qu'il y a un problème au niveau du coaching. Moi, depuis que l'équipe nationale que nous avons eue au Togo, dans les années où on était aux affaires, ce sont les jeunes que vous avez formés. Et depuis, on a des problèmes pour retrouver d'autres joueurs pour prendre la relève. Donc il se pose à mon niveau, il se pose à ce niveau-là, je crois, un problème de coaching. Il faut que nous ayons le courage de le dire. Quand on a une sélection avec une liste de 27 joueurs, sur laquelle on n'a qu'un seul joueur local et en plus un gardien de but, le problème est là. Il faut se poser des questions. On tue le football local. Oui, justement, les structures de notre football ne sont pas les meilleures. Par exemple, si je prends le cadre d'un club,
le club n'a pas de junior, n'a pas d'espoir. Il n'y a qu'une seule session, l'équipe première. Comment on peut des joueurs recrutés où par le club. Et puis c'est un nomade. Ouais. Si par exemple, le joueur ne passe pas par cadet, pas junior, et atteint immédiatement senior, est-ce que ce joueur est performant? Donc ce sont des structures qui forment de mauvais joueurs. Et puis il faut que les gens qui sont au niveau de la formation des jeunes aient les capacités pour le faire. Bien sûr. Quand vous regardez, moi j'ai regardé la dernière fois les matchs que nous avons livrés à Niamey, contre le Niger, contre le Bénin, contre la Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas du grain à moudre. Quand moi je vois l'entraîneur qui revient ici et qui nous dit que c'est parce que les autres pays ont envoyé des joueurs plus âgés que le nôtre, je dis que c'est des arguments du mauvais perdant. C'est ça. Ça, c'est un mauvais perdant. Mais les autres qui évoluent en catégorie jeune et qui gagnent, mais ils ont des championnats. Ah ouais, c'est ça. Ici, on n'a pas de championnat. On attend le jour de, c'est pas, du match où il y a l'avant-veille du match. On demande au club, envoyez-moi 2 joueurs. En une semaine, on forme une équipe. Je ne vous arrête pas, mais regardez le cas, par exemple, d'un club comme Kakadl, qui a fait 14 journées dans l'année et qui envoie des joueurs à l'équipe nationale. Il ne peut pas jouer. Mais quel rythme physique la personne a au niveau émotionnel? Il n'a rien. Prenons le cas de l'équipe féminine. Auparavant, on prenait la veste. Mais maintenant qu'on a institué un championnat football féminin, vous voyez maintenant le niveau. Et puis on a un entraîneur national. Mais si on n'instaure pas la compétition au niveau des jeunes, au niveau des cadets, des juniors, et des espoirs, ce n'est pas la veille d'une compétition qu'on dit de former l'équipe, on va toujours perdre ça. Justement, c'est l'occasion d'en parler parce que le DTN, il a aussi une responsabilité dans la politique de formation des jeunes. Vous avez la réputation d'avoir révélé de grands joueurs togolais, Adebayor, Dima Oyaole, et plein de joueurs à l'époque avec votre centre, le Sporting Club. Alors, le directeur technique national, est-ce que c'est à lui de concevoir le contenu de la formation des jeunes à la base? Par exemple, dans les centres de formation, est-ce que c'est lui qui met en place le contenu de la formation que les éducateurs mettent en œuvre? Normalement, c'est leur devoir de proposer à la fédération les compétitions au niveau des plus jeunes, de la base, quand je dis même des plus jeunes, même au niveau scolaire jusqu'au niveau national. Donc, est-ce qu'on lui donne les moyens? Ça, je ne sais pas. Mais est-ce que même au niveau, est-ce qu'on connaît même l'organigramme? Parce qu'au niveau de l'organigramme d'une direction technique nationale, il doit avoir la formation des entraîneurs, il doit avoir le développement technique. C'est au niveau du développement technique qu'on trouve la commission, ce qui concerne les jeunes et les seniors. Et puis également, il doit avoir quand même au niveau un département qui s'occupe de l'élite du football. Et puis la dernière chose, c'est la formation. La formation au niveau des académies et tout ça. C'est un ensemble qui regarde le directeur technique et sur cet ensemble-là, il doit présenter un projet. C'est ça le problème. Mais Magloire, comment ça peut être mis en place? Parce qu'on dit que c'est le directeur technique national qui conçoit l'identité du football d'un pays. Mais quand je crée moi mon centre, un centre privé, en quoi est-ce que le contenu de la formation conçu par le directeur technique doit s'imposer à moi? Non, ça ne s'impose pas, mais le directeur technique donne le canevas. Parce que le problème, c'est qu'au niveau des équipes de jeunes, c'est lui qui il choisira les joueurs en fonction de ces critères. Et si vous vous amusez à former des jeunes qui n'entrent pas dans le critère là, ça veut dire que vous aurez votre centre de formation, vos joueurs ne seront pas forcément sélectionnés au niveau des sélections de jeunes parce qu'ils ne vont pas répondre véritablement à ce canevas défini par le directeur technique national. Donc c'est à ce niveau que le problème se pose. C'est pas qu'il va imposer ce qui sera fait, mais il donne une orientation, il dit ok, nous voulons avoir tel profil de joueur et pour avoir ce profil, voilà le type de formation qu'il faudrait
mettre en place. C'est pour cela que lorsque Togbe parlait des pays maghrébins qui on exige le doctorat, ça veut dire que cette personne intellectuellement est bien posée et ce qu'il propose, lorsque au niveau des centres de formation on voit ce programme, on se retrouve à l'intérieur de ce programme et on peut utiliser ce programme pour former également les jeunes. Et pour revenir aux sélections de jeunes et des entraîneurs, ben, comme l'a dit M. Assobouabi, si on forme les entraîneurs en peu de temps, c'est aussi parfois faute de moyens. Maintenant, ces entraîneurs qui sont formés au rabais vont former les enfants au rabais. Et au fait, c'est toute une chaîne. Et on se plaint après de résultats qu'on obtient. Mais toute la question est là. Est-ce qu'on veut vraiment... Est-ce qu'on a une vision vraiment du football? Ou est-ce qu'on veut avoir une équipe de mercenaires? Ou, comme l'a dit Togbe, à 2 semaines, à 3 semaines, on rassemble des jeunes pour former une équipe, on n'aura jamais les résultats. Les sélections, les pays où on a les résultats, c'est parce qu'il y a une politique mûrement réfléchie et qu'on met les moyens et on choisit les bonnes personnes. Il n'y a pas de complaisance aussi. On choisit la personne parce qu'il a la compétence. C'est pas parce qu'il est forcément un cousin ou un autre. Si le cousin a la compétence, pourquoi pas? Mais on choisit les personnes qu'il faut, la place qu'il faut et on met les moyens et tout cela au fait c'est une continuité. Vous avez parlé des centres de formation, des académies. Oui. Si vous avez, même si c'est privé, qui va intervenir dans les académies? On ne peut pas prendre n'importe qui pour intervenir dans les académies et c'est à la direction technique de former les gens qui vont intervenir et obliger les académies à prendre telle catégorie de formateurs, d'intervenants. Sans quoi, on forme des académies, tout le monde intervient. Pour le moment, il y a des académies qui ont des gens qui n'ont jamais été entraîneurs. Et on tue Oui, mais je crois qu'il faut, à mon avis, à ce niveau-là, une volonté politique. Voilà, c'est ça. Qui permet d'avoir un cadre juridique bien déterminé et pour les académies, pour les centres de formation, parce que je ne sais pas, mais... que cela existe maintenant pour ce qui concerne le Togo. Il y a un cas juridique. Même si cette émission n'est pas réservée seulement... Il y a un cas juridique. En principe, les académies et les centres de formation doivent pouvoir avoir un agrément. Voilà. Donc tout ça, là, il faut qu'il y ait, à mon avis, une volonté politique qui veut qu'on ait tout ça. Parce que moi, je vois dans presque tous les quartiers de Lomé, n'importe quel gougnafier se lève et dit qu'il a une académie. Justement, avec 2 ballons, on dit qu'on a une académie. Justement, est-ce que ça veut dire que dans ces prérogatives, l'État peut fermer les académies qui ne répondent pas? Non, parce que les gens disent qu'il vaut mieux quelque chose que de rien du tout, parce que dans certains coins reculés, il n'y a pas de cadre de formation, donc eux, ils partent à ces insuffisances-là. Donc, vous ne remplissez pas les conditions, vous n'avez pas... autorisation donc de oui, mais c'est comme les écoles privées et les dispensaires de quartier qu'on clique partout et qu'après l'État, sur la base d'un certain nombre de critères, va les fermer. Je crois qu'il faut qu'on commence aussi au niveau du football là, à en arriver là. Et l'autre moyen aussi qui peut être dissuasif, c'est comme au niveau de la direction technique, on organise les tournois de jeunes, on peut se dire, ben voilà, un tel centre qui veut postuler, ben, vous devez remplir telle condition. Si vous n'avez pas ces conditions, vous ne participez pas aux compétitions de jeunes et cela aussi peut permettre aux gens de rentrer dans les rangs. Et surtout, aller regarder, aller voir ce qui se passe. Parce que parfois, comme les écoles, des fois, on prend parfois des CV d'autres personnes qu'on va soumettre pour avoir l'agrément, mais ce n'est pas ces personnes-là vraiment qui interviennent. Donc, aussi être regardant à ce niveau-là et que l'agrément soit un vrai agrément. N'importe quel centre ne sera pas agréé par la fédération parce qu'on veut agréer. S'il ne faut avoir que 2 centres agréés, ça veut dire que ces 2 centres ont les critères qu'il faut. Et là, ça peut aller, sinon si on laisse tout le monde faire... Les agréments, c'est au niveau des ministères parce que la formation à la base, même ce n'est même pas du domaine des fédérations. Voilà. Donc, mais Togbe, on va revenir un peu à votre expérience. On a parlé tantôt de Emmanuel Adebayor, passé par Dima Ouéaoulé. Enfin, il y en a plein. Mais pourquoi aujourd'hui Sporting ne nous sort plus les jeunes pépites? Oui, moi aussi je pose la question. Pourquoi auparavant Sporting sortait de bons joueurs? Peut-être avec l'âge ou pas, mais il faut dire qu'il y a une différence
entre les jeunes d'antan et les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, leur vision, c'est de réussir. Ils ne veulent pas travailler. Et les parents aussi veulent que leurs enfants réussissent trop vite, deviennent vite Adebayor. Alors qu'avec Adebayor, on n'a plus le temps de les former. On leur donne des, comment l'appelle-t-on là, des devoirs de maison, on leur donne des ballons à travailler. Mais maintenant, avec l'évolution, on dit, le mercredi entraînement, on dit qu'il y a un répétiteur qui va venir. Le samedi, il y a un répétiteur. Ce qui fait que les enfants ne s'adonnent pas totalement au football. Ça, c'est mon constat. Hein. Auparavant même aussi, on a dit, dans notre temps, il y a le football de rue. Est-ce qu'on joue encore dans les rues? On ne joue plus dans les rues. Comment il faut former? Donc il faut que les structures, les académies forment. Or, les académies n'ont pas assez de structures pour former. Vous allez dans certaines académies, c'est 2 ballons, ils n'ont même pas de terrain. Comment ça peut se passer? Et puis il y a l'anarchie, il n'y a pas de compétition organisée. Alors qu'au temps des Bayon, on avait le sport de masse. Quand Djima devait partir à Metz, il y avait eu un concours au CFL. Ils ont fait des jonglages, ils ont fait des tirs, des trucs là. Et ceux qui ont réussi sont envoyés. Maintenant, il n'y a plus cette structure-là. On jouait de sport de masse et ainsi de suite. Maintenant, il n'y en a plus. Comment vous voulez que les enfants évoluent? Ils ne peuvent pas. Surtout qu'avec Covid, là, ça fait 2 ans, on n'a plus joué. C'est encore plus catastrophique. Monsieur Sogwabi, ça veut dire que le travail du directeur technique national il doit être très pointu aussi dans la conception du football scolaire, du football universitaire, des jeunes. Même, je crois, du football même militaire. Militaire, oui. Et puis, mais il y a un aspect important qu'il ne faut pas oublier également, le suivi médical. Je crois qu'on n'en a pas suffisamment parlé, mais il y a cet aspect-là qui est aussi très important. Dans le suivi médical, même dans le suivi nutritionniste des jeunes. Tout ça. Donc, ces aspects-là, je crois qu'il faut l'intégrer. Et je crois que, à mon avis, pour les pays africains comme les nôtres, je crois que ça fait beaucoup. Et en ce temps de disette, je crois qu'il est prétentieux de pouvoir parler vraiment d'un problème au niveau, enfin, de parler de la direction technique nationale à ce moment. Parce que ça demande beaucoup de choses. Et ça met en place beaucoup de techniques, beaucoup de visions, beaucoup de moyens financiers que je crois qu'il est vraiment aujourd'hui difficile. Parce que j'ai remarqué que dans nos pays, on ne s'occupe au football que de l'équipe nationale. Quand vous voyez les budgets des ministères aujourd'hui dans presque tous les pays francophones, ce que je sais, c'est seulement l'équipe nationale A qui est sérieusement pris en charge. Et on oublie les féminins et les compétitions de jeunes. Et je crois qu'il y a très peu de pays aujourd'hui qui s'en occupent. Disons que de plus en plus, il y a des compétitions pour les jeunes, notamment au niveau de l'UFOA, ce qui n'existait pas avant. Mais ce qui manque, notamment chez nous au Togo, ce sont les compétitions nationales pour les jeunes. Sinon, les compétitions internationales de jeunes, j'ai l'impression plutôt qu'il y en a de plus en plus et de façon régulière depuis un certain nombre d'années. Oui, mais il y en a de plus en plus de façon régulière. Mais au niveau des associations nationales, il n'y a pas un travail de base qui est fait. C'est là le problème, parce que quand vous prenez nos pays, comme il n'y a pas de compétition de jeunes, lorsque l'UFOA arrête une date, on demande aux fédérations de faire les formalités administratives. C'est à ce moment-là que la fédération va rassembler certains jeunes pour les préparer. Or, comme je disais tout à l'heure, lorsque vous avez un championnat qui permet seulement d'avoir un premier niveau, d'avoir 14 journées, et qu'après ces 14 journées-là, vous avez des joueurs qui sont à l'arrêt, et que ces joueurs-là, vous les sélectionnez pour aller jouer cette compétition de joueurs à l'extérieur, je crois qu'il faut que vous attendez au résultat. Mais Maglo, en même temps, c'est un déficit, enfin, une faiblesse qu'on ne peut pas généraliser, parce que quand vous prenez par exemple le Mali, je crois que ce n'est pas seulement une question de moyens, parce que le Mali joue les championnats de jeunes au niveau des départements et au niveau des régions, et puis après il y a les playoffs.
ça permet de pallier un peu au problème de manque de moyens. Est-ce que ce n'est pas un problème d'organisation beaucoup plus qu'un problème de moyens et de volonté politique? Moi, je crois que c'est un problème d'organisation. Parce que si la direction technique ne se mêle pas, on aura toujours des déficits au niveau de notre football. Parce que quand vous n'avez pas de junior, comment le joueur va évoluer en senior? Il peut pas. On ne peut pas partir sans la compétition des jeunes et aller directement en senior. Ce n'est pas en senior, ce n'est pas à l'équipe nationale qu'on va apprendre aux joueurs comment il faut contrôler. Tout ça, c'est à la base. Et le football à la base, c'est la politique de la direction technique. Il faut que la direction technique travaille au moins aussi bien dans les régions. Parce que nous avons beaucoup de régions, nous avons des départements. Si si la base est solide, est grande, le sommet, peut-être il y a au moins quelques joueurs qui vont sortir. Mais il n'y a rien à la base, il n'y a rien au sommet. Donc le rôle de la direction technique est prépondérant dans ça. Et pour revenir au cas du Mali, je crois que c'est une exception. Parce qu'à une certaine époque, il n'y avait même pas de championnat, mais il y a des tournois de jeunes et le Mali avait toujours des sélections de jeunes qui allaient loin dans les compétitions, comme à la CAN et à la Coupe du Monde. Donc c'est quand même un cas d'école. Il y a des académies qui font un travail formidable. Donc même si je crois qu'au niveau de certains États, il n'y a pas cette direction technique où le travail se fait, mais les académies eux-mêmes peuvent aussi s'organiser pour pallier un temps soit peu, mais c'est pas quand même leur rôle, comme l'a dit monsieur Akoussa. C'est au niveau de la direction technique de mettre en place cette politique pour que chacun puisse suivre, mais qu'à cela ne tienne, vu que une académie, son objectif, c'est aussi de vendre les joueurs après et d'avoir une plus-value. Ils peuvent s'organiser entre eux, avoir des tournois. Ça aussi va peut-être inciter les fédérations, les directions techniques à leur emboîter le pas et pourquoi pas à mettre en place véritablement ce qu'il devait être fait. Je me souviens quand l'Allemand Wilfried Reiner était là, on avait organisé des championnats au niveau des quartiers, on a joué au niveau des cadets, bon il y a eu des tricheries quand même, mais on a joué, et ce qui a permis au Togo de sortir l'équipe junior qui est partie à la Coupe au Chili. Maintenant il n'y en a plus. Vous voyez? Oui, mais je voulais ajouter que le cas vraiment du Mali est une exception, parce que quand vous allez au Mali, d'abord ils ont des centres de formation agréés et qui sont à certifier même à l'échelle internationale. Et puis vous avez également dans toutes les communes à Bamako, vous avez des petits terrains de football électrifiés sur lesquels les jeunes vont jouer. Et vous avez également ces compétitions-là qui permettent qu'au niveau africain, au niveau mondial, le Mali va loin. Il y a également le cas du Sénégal où il y a des centres de formation qui travaillent dans ce sens. Bon, le Ghana avait fait ça dans le temps, mais après, bon, je crois que ça n'a plus marché. Aujourd'hui, le Burkina, et le Niger, même le Bénin. Le Bénin commence à travailler à ce niveau-là. Donc, aussi bien au niveau des infrastructures. C'est ça. Le Bénin, ils ont aujourd'hui presque dans toutes les préfectures un terrain de très bon niveau, de très bon standing. Si je cite le cas de Sénégal. Sadio Mané, je l'ai vu petit. C'est ça, dans la génération foot. Mais j'étais là quand on m'avait invité, j'étais là quand Metz a acheté un terrain à la périphérie de Dakar et a institué le centre là-bas. C'était avec Madi Touré, là. Madi Touré, on doit avoir un partenariat, mais Madi Touré, il n'est jamais sur place, on l'appelle. Normalement, chaque année, je dois envoyer 2 joueurs, mais quand tu l'appelles, il n'est jamais là. Ce qui fait que ce partenariat a été coupé. Oui, est-ce que c'est vrai que Adebayor est passé par Génération? Non. Parce que j'ai lu dans... Non, c'est faux. Adebayor est parti directement de Lomé à Metz. Du Sporting à Metz. Il n'a jamais passé. Tire vers la fin. Magloire, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant pour rendre nos directions techniques vraiment viables, efficaces pour le développement du football? Malheureusement, je dirais d'abord la volonté politique, parce que quoi qu'on dise, dans nos États,
il y a certaines priorités et on a cité par exemple le cas du Bénin, c'est aussi avec la volonté politique que ces infrastructures ont été mises en place et que cette politique a été mise en place. Maintenant, c'est aussi des sacrifices, hein. On vous dira qu'il y a l'éducation et la santé, mais si on veut véritablement amener notre sport africain à un très haut niveau, il va falloir remettre les choses à l'endroit, remettre les directions techniques nationales en place avec de vraies visions et surtout les moyens et les bonnes personnes. Pour le football africain, M. Assogbavi, Oui, mais je crois que... quelle direction technique nationale il nous faut? Oui, mais je crois qu'il a pratiquement tout dit, hein. Il faut d'abord la vision politique. Il faut que nous sachions ce que nous voulons faire dans tel nombre d'années, quelle vision nous avons pour notre football. Il faut également au niveau de la fédération que les choses se fassent très bien et qu'on sente quand même qu'il y a une organisation qui veut entrevoir une porte honorable pour le football de notre pays. L'avenir du football et la direction technique nationale. Ouais, je crois que avec notre nouveau ministre, je crois que ça commence à bouger un petit peu par rapport à ce que nous faisions auparavant. Parce qu'il a voulu réhabiliter les centres de formation de l'État. Il a voulu donner, comment l'appelle-t-on, un cadre normatif. Voilà. Donc, elle continue dans cette vision. Et si la fédération l'aide, puis, enfin, quand dit la fédération, toutes les structures sont mises en place, je crois que le football va démarrer. Et plus spécialement au niveau de la direction technique nationale, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'ils aient une vision de notre football. Est-ce qu'ils ont un plan stratégique? Ça, je ne sais pas encore. Hein. C'est ça qui... Maintenant, on ne travaille pas, comment l'appelle-t-on là? Ouais. Il faut travailler avec une vision, avec un plan. En 2003, 2005, qu'est-ce que nous voulions? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous pouvons... Où aller? Donc, s'il n'y a pas de cette vision-là, on travaille, comment l'appelle-t-on là, au vu, bon, je ne sais pas moi, au pilotage à vue, ça ne peut pas marcher. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Think Time de ce jour vient de prendre fin. Nous vous inviterons pour le prochain numéro à pencher sur la reconversion des joueurs. Et j'espère que vous serez encore là pour qu'ensemble nous puissions plancher également sur ce thème qui est un thème important. Merci. Merci.